Bonjour à tous, chers participants. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire de la CCI France-Chine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Hervé Guinebert, directeur de la Banque Transatlantique, ainsi que Tania Gonçalves, donc gérante de portefeuille chez Dupuis Transatlantique Gestion. Question. Bonjour. Tania et Hervé donc, vont nous parler d'actualité sur les marchés financiers après le Covid-19 et en dresser un bilan, mais également parler du bilan économique de Joe Biden suite aux 100 jours de son élection. Je vous rappelle à tous que vous pouvez poser à tout moment vos questions dans la section Q&A, donc en appuyant sur le bouton, et vos questions donc, seront transmises en direct à nos deux speakers qui répondront en fin d'événement lors de la session Q&A. Voilà. Je vous souhaite à tous un excellent événement et Hervé, Tania, je vous laisse le micro. Merci, merci Alexandre et bonjour à tous, toutes et tous. Hervé Guinebert, effectivement, je suis directeur du bureau Banque Transatlantique à Hong Kong. Et donc, c'est finalement Tania Goncalves, effectivement, donc gérante de portefeuille avec un prisme marché-action qui va vous va développer en fait l'ensemble de cette présentation. Alors qu'on a souhaité finalement élargir. Elle était centrée initialement sur les 100 jours Biden depuis son élection, donc et l'impact économique de son programme. Mais on a voulu élargir le débat parce que plus on avance dans le temps, moins les 100 jours ont de pertinence. Donc on a voulu intégrer cette analyse dans un débat et une réflexion un peu plus globale, un peu plus macroéconomique, et puis de voir un petit peu quels étaient, quels pourraient être en fait les impacts, notamment sur les marchés financiers, suite à cette élection de Joe Biden. Voilà, donc Tania est en charge, je viens d'expliquer, donc elle est gérante de portefeuille, notamment gérante sous mandat, et avec un prisme assez fort, notamment sur le marché action. Merci beaucoup, Hervé. Merci à toi pour cette introduction. Oui, alors en effet, on a souhaité élargir un peu plus justement cette présentation et surtout de donner un scope un peu plus international finalement et de voir comment les autres économies également ont réagi à cet événement naturellement, donc cette épidémie qu'on a eue donc en mars dernier, et surtout insister justement sur le rebond. Alors, on va aborder 3 sujets importants dans cette présentation. Le premier point, naturellement, c'est un point donc économique pour voir comment les économies ont réagi donc au Covid et surtout donc le rebond. On reviendra naturellement sur les incertitudes que l'on a et qui seront plutôt grandissantes, notamment sur l'année 2022, et on fera le point naturellement sur l'évolution des marchés, en reprenant bien évidemment l'impact sur le marché de taux, et on reprendra naturellement les évolutions sur le marché actions. Alors, on démarre tout de suite avec l'évolution justement de la croissance mondiale. Alors, un point capital, et je pense que vous êtes plutôt assez bien placé pour le savoir, puisque la Chine a quand même rebondi beaucoup plus rapidement encore que l'ont fait les États-Unis et l'Europe. On a eu un rebond, et c'est vraiment la particularité de cette crise, qui est une crise sanitaire, c'est qu'on a eu un rebond très très fort de la croissance mondiale, et c'est ce qu'on va voir donc sous peu, et qui a été essentiellement motivé, je pense que ça a été le déclencheur clé, c'est bien évidemment l'évolution des vaccinations. Alors là, on va insister sur les vaccinations et l'état des lieux des vaccinations aux États-Unis et en Europe. Le point phare, et c'est vraiment la force aujourd'hui des États-Unis, il faut savoir que Trump avait vraiment mis l'accent justement sur cette stratégie, cette politique de vaccination dans sa campagne justement et dans sa course aux dernières élections présidentielles. Bon, si je puis dire, fort heureusement, ça n'a pas aussi bien fonctionné qu'il ne l'espérait, mais c'est vrai qu'il a investi considérablement. Pour vous donner un peu quelques chiffres, notamment au niveau des investissements, il a mis plus de 10 milliards de financement donc, aux différents groupes pharmaceutiques. Naturellement, ça a porté considérablement le succès qu'ont connu donc, la JV Pfizer-BioNTech et de l'autre côté donc Moderna, qui ont permis aux États-Unis globalement, et c'est ce que vous allez voir dans les différents chiffres, de prendre à peu près 3 mois d'avance, notamment par rapport à ce qui se fait en Europe.
Alors, quelques points importants. Ici, vous voyez donc l'évolution de l'état des lieux des vaccinations aux États-Unis. On a à peu près 50% tout de même de la population en âge d'être vaccinée qui est vaccinée donc, aux États-Unis. Donc, on est vraiment sur des niveaux et sur des ratios importants. Si on regarde donc, du côté de la population qui a reçu simplement une seule dose, on a déjà atteint un niveau quasiment donc, de 65% avec des pics de vaccination quasiment donc, à plus de 3 millions de doses administrées par jour. Donc, c'est vrai qu'on est sur une cadence qui est vraiment très élevée du côté justement donc, américain. Et surtout, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est cette projection. C'est globalement, Joe Biden s'est engagé d'être à peu près donc, à 75% de la population donc, en âge d'être vaccinée, c'est-à-dire plus de 18 ans, d'ici le début de l'été. Donc, on est vraiment sur des ratios assez forts et l'idée naturellement, et on l'a tous à l'esprit, c'est d'atteindre donc un niveau d'immunité le plus tôt possible, sachant qu'on peut commencer à parler d'une immunité de la population à partir de 70-75%. Donc ça, c'est vraiment l'objectif phare. Alors, on a quelques réticences naturellement, c'est l'atteinte d'un plateau au niveau de la vaccination. Et aujourd'hui, on commence petit à petit à rentrer justement dans cette phase où finalement, on touche la population qui se sent peut-être un peu moins concernée ou qui ont des craintes tout simplement sur la vaccination et du coup ne souhaitent pas ou sont moins enclines à se faire vacciner. Et donc, c'est vrai que tout ceci pourrait éventuellement ralentir cette montée en puissance que l'on a au niveau de la vaccination. Mais encore une fois, le président Joe Biden a encore mentionné ces chiffres-là la semaine dernière. Ils sont quand même plutôt confiants sur l'atteinte justement de ces objectifs. Autre risque important et qui cette fois-ci va concerner finalement donc, le monde entier, c'est naturellement la montée en puissance justement donc, de nouveaux variants, puisque le gros souci que l'on a aujourd'hui, et je pense que ça va être un élément crucial notamment pour 2022, c'est finalement donc, la maîtrise du Covid dans les pays émergents. Et on voit malheureusement, on a eu il y a quelques mois le cas justement donc, du variant brésilien. Au Brésil, on avait plus de 4000 morts par jour. Aujourd'hui, on a le variant indien qui est très puissant. Alors, on a du mal à avoir les chiffres concrets, mais globalement, on est entre 3000 et 6000 morts tout de même par jour. Donc, on est quand même sur des niveaux assez importants. Et surtout, on est sur malheureusement un variant qui est encore plus contagieux, 50% plus contagieux par rapport notamment au variant anglais. Et tout ça a des risques. Alors, on est assez bien immunisé, si je puis dire, pour notamment les populations qui ont été vaccinées au Pfizer ou au Moderna, parce qu'on a à peu près, sur les derniers tests, on est à peu près sur une immunité autour de 90%, donc on est plutôt bien loti pour les pays qui ont été vaccinés sur ces deux vaccins, donc qui est sous l'ARN messager. En revanche, du côté de l'AstraZeneca, on est à peu près sur un taux d'efficacité à hauteur de 60%. Et c'est pour ça, en l'occurrence, que l'Angleterre est très concernée. Et aujourd'hui, ils sont en train de vraiment se poser la question sur l'évolution du déconfinement en Angleterre. Donc, ça montre bien que l'évolution justement de ces nouveaux variants et le contrôle de l'épidémie dans les pays émergents est vraiment le nerf de la guerre pour les années à venir. Et c'est ce qui explique qu'il faut rester quand même très, très vigilant par rapport à ces interrogations. Je vais revenir, mais plus rapidement, donc, du côté de l'Union européenne. Alors, quelques chiffres, c'est ce que je vous disais en introduction. Globalement, on a à peu près 3 mois de retard par rapport à ce qui s'est mis en place donc, aux États-Unis. Vous allez retrouver ici donc, les chiffres. On a à peu près 20% de la population qui est vaccinée donc, en Europe, au sein de l'Union européenne. Donc, à peu près 46% tout de même de la population qui a reçu au moins une dose. Donc, on reste quand même sur des bons chiffres, mais on est quand même en deçà de ce qui se fait aux États-Unis. Et encore une fois, au niveau des projections au niveau européen, on est à peu près donc, à 70% de la population de plus de 18 ans qui sera vaccinée. Mais cette fois-ci, ce n'est pas au début de l'été, mais à la fin de l'été. Donc, on va retrouver à peu près ce delta et ce décalage au niveau des vaccinations. Alors, tout ça va se retrouver au niveau de la croissance économique et je pense que c'est un graphique assez intéressant justement de regarder. Alors, ici, vous avez donc les chiffres qui sont donnés donc, par le FMI qui datent d'avril de 2021.
Et vous voyez assez bien finalement la réaction qu'ont eu les différentes zones géographiques à cette crise, et vous les retrouvez bien justement dans l'évolution des chiffres économiques. Ici, vous pouvez voir donc en bleu l'évolution de la croissance européenne et en ocre ou moutarde l'évolution de la croissance américaine. Et c'est assez intéressant de constater donc d'une part que pour l'année 2020, vous voyez que l'Europe a mis en place un confinement assez dur et a vraiment fermé et confiné justement donc ces populations, et ça se retrouve dans le taux de croissance puisque la décroissance en 2020 a été quasiment à hauteur de quasiment 7%, donc c'est quand même une très très forte baisse. Ensuite, pour l'année 2021, vous voyez qu'on a une reprise européenne, mais qui est quand même assez moindre, puisque finalement, elle est à hauteur de 3,7% attendue donc pour l'année 2021. Et ça, c'est essentiellement lié au décalage que l'on a au niveau de la politique de vaccination et qui va se retrouver par la suite au niveau justement de la stratégie de déconfinement, puisque on a à peu près 3 mois de retard dans les déconfinements par rapport à ce qui se fait aux États-Unis. Et donc, ça va se retrouver dans les chiffres, puisque les États-Unis ont plutôt bien résisté. Alors, Trump avait adopté une politique un peu particulière et parfois un peu de déni, notamment au tout début de l'épidémie, où on était donc ils ont quand même eu une décroissance, mais une décroissance assez faible pour 2020, de l'ordre de 3,5% de baisse de la croissance du PIB pour le PIB américain. Et vous voyez qu'au 2021, ils s'en sortent très très bien, boostés justement par cette campagne de vaccination, avec une croissance à hauteur de 6,5%. Donc, si vous voulez regarder et faire un petit peu une conclusion sur ces deux croissances, et après je dirais naturellement un mot donc, sur l'évolution de la Chine qui est en gris, c'est assez intéressant de regarder du côté justement donc, des courbes. En effet, on a repris ici donc, la base 100 donc, pour l'année 2019, donc avant la crise justement du Covid. Et ce qui est assez intéressant de regarder, c'est que finalement du côté américain, dès 2021, globalement, on est quasiment à 105% par rapport donc, à 2019. Donc, on a largement récupéré justement donc, la crise du Covid, alors que l'Europe est quand même bien en deçà. Et malheureusement, si on regarde finalement donc, 2022, on voit que globalement, aux États-Unis, on est quasiment à 110%. Donc, on a quand même une très nette croissance de l'économie américaine post finalement donc, Covid, alors que du côté justement européen, il faut attendre finalement 2 ans pour pouvoir récupérer les niveaux justement donc, de pré-Covid. Alors, un point naturellement donc, sur la Chine. La Chine s'en sort très, très bien. On a eu un premier trimestre de l'année 2020 qui était quand même très, très compliqué du côté justement de l'économie chinoise, du fait justement d'un confinement très rude. Mais force est de constater que l'économie est quand même très, très bien repartie, puisque dès 2020, c'est l'une des seules économies qui n'a pas connu de décroissance. C'est quand même un très beau challenge, puisque en 2020, la croissance chinoise est à hauteur de 2,3%. Et puis, vous voyez que 2021 et 2022, on a des très, très beaux chiffres de croissance, 8,1%, 5,6%. Et globalement, l'économie américaine finit donc à 115% par rapport justement donc à 2019, donc une croissance très nette de l'économie chinoise. Alors, si on revient un peu plus du côté justement donc, de la croissance américaine pour savoir comment le rebond s'est mis en place et ce qui va donner un peu les clés pour pouvoir anticiper ce qui va se passer dans les autres zones géographiques, si on prend un petit peu le pouls, alors on l'a vu, on a eu le grand moteur de la reprise de la croissance américaine par le biais justement de cette stratégie de vaccination qui a été très bien orchestrée, mais on a surtout justement donc, le deuxième volet qui est cette fois-ci un peu ce qu'on appelle un peu un bazooka budgétaire. En tout cas, ça y ressemble lorsqu'on écoute justement le discours de Joe Biden. Donc, cette politique budgétaire qui est quand même très, très massive a débuté donc, dès le début de la crise en 2020. C'est ce que vous voyez. On a eu le premier volet qui a été à peu près donc, de l'ordre de 3 500 milliards de dollars, qui a été donc un plan de soutien à la fois aux entreprises et également donc, à la population, notamment au travers donc, du versement des indemnités de chômage.
Ce premier plan de 3 500 milliards, il a été versé donc courant de l'année 2020 et le premier trimestre de l'année 2021. Et ensuite, on a eu justement donc le American Rescue Plan qui est venu justement donc au secours et prolonger justement donc ce premier plan. Cette fois-ci, davantage à destination notamment des familles, avec donc le versement, notamment la poursuite du versement d'indemnités de chômage et de chèques, notamment aux consommateurs américains, et qui a été d'un montant quasiment de 1 900 milliards de dollars. Donc globalement, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que déjà sur la première partie, c'est-à-dire 2020 et aujourd'hui donc 2021, on a grosso modo à peu près 25% du PIB qui a été finalement donc injecté dans l'économie au travers justement donc ce plan budgétaire qui est très clairement un plan massif de relance. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui est attendu donc à venir. Et là-dessus, on rentre vraiment dans l'actualité et on a beaucoup de débats sur ce sujet. On a notamment eu le discours donc, de Joe Biden donc, vendredi dernier qui a surpris un petit peu l'ensemble des marchés et l'ensemble des intervenants. Pourquoi ? Parce que globalement, sur les plans à venir, on a beaucoup parlé notamment d'un plan d'infrastructure. C'est d'ailleurs là-dessus, en partie là-dessus que Joe Biden a fait sa politique. Et globalement, on était sur des montants à peu près de 2 000 milliards donc, sur le plan d'infrastructure et un plan à destination donc, de la santé et de l'éducation à hauteur à peu près de 1 000 milliards de dollars. Jeudi soir dernier, Biden a annoncé potentiellement, donc tout ça va être sujet donc à des négociations naturellement, la mise en place d'un plan non pas de 3 000 milliards, mais de 6 000 milliards. Donc on est sur des niveaux et des montants qui sont considérables, puisque globalement, si on cumule ce qui a été versé pendant la crise du Covid et ce qui est à venir, on aurait à peu près, approximativement, un plan de soutien qui oscillerait finalement entre 8 500 milliards et quasiment 11 500 milliards. Pour donner un peu l'amplitude de ce plan, ça représente à peu près entre 40 et 60% du PIB américain. Donc, on est sur un boost budgétaire qui est considérable, qui est quasiment inégalé. Il faut revenir à la Seconde Guerre mondiale. Joe Biden l'a d'ailleurs dit dans son discours, pour retrouver justement donc, ce plan de relance massif que souhaitent mettre en place les Américains. Et c'est clairement ce plan qui va permettre vraiment de dynamiser la croissance américaine et de fait nous rend clairement confiance sur l'évolution justement donc de la croissance des marchés financiers. Si on compare ce qui se fait justement donc en Europe, on fait quand même plutôt pas le figure, puisque vous voyez que globalement, au niveau du plan de relance, ce qui va être débloqué en Europe, on est autour de 750 milliards d'euros, bon, ce qui est bien au niveau européen, si je puis dire, mais c'est rien comparé à ce qui est mis en place du côté américain. Si on comptabilise en plus les plans de relance budgétaires qui ont été mis en place par les différents États, on est à peu près entre 6 et 9% du PIB en Europe. Et si on rajoute donc le plan d'infrastructure, globalement, au maximum, on va monter à 10% du PIB européen. Donc, on est quand même très loin du 40 ou 60% du PIB américain. Et tout ça va se ressentir naturellement au niveau justement de la croissance économique et au niveau de la croissance des marchés financiers. Alors, du côté de la croissance, donc si on revient du côté des États-Unis, je vais vous donner quelques statistiques. Alors, on a une reprise qui est quand même une reprise très, très nette. Ici, vous voyez l'évolution du taux de chômage qui n'a certes pas retrouvé son niveau de plein emploi autour de 3,5%, mais on a quand même une division par 2 quasiment de l'évolution du taux de chômage. Sachant qu'on a quand même des goulots d'étranglement, et d'ailleurs, on va en parler par la suite avec la forte progression de l'inflation, mais c'est vrai que malheureusement, on a encore aux États-Unis des écoles qui sont fermées, on a une population qui, pour certains, ont été lourdement affectée par l'épidémie du Covid, d'autres qui sont un peu sortis notamment de l'enregistrement justement et de tout simplement des chiffres du chômage qui ont un peu mis ça, si je puis dire, un peu de côté. Donc tout ça fausse peut-être un petit peu ces chiffres et ces bons chiffres, mais il n'empêche que la tendance reste quand même donc très très positive avec justement donc cette course plutôt donc au plein emploi que met en place les États-Unis. Autre chiffre positif, et cette fois-ci qui va booster la consommation, c'est naturellement le taux d'épargne.
Là, vous voyez l'évolution, donc, ou plutôt le taux d'épargne donc, américain en pourcentage du PIB qui est aujourd'hui donc, à 12% du PIB. Donc, on voit qu'on est de très, très loin le pays qui a le niveau d'épargne donc, le plus important. Alors, certes, il y a une partie de l'épargne qui va servir et qui va être mise de côté, naturellement, en épargne de précaution, mais il n'empêche qu'on est quand même sur des niveaux considérables et que ça, c'est un soutien vraiment phare pour la reprise de la consommation. Et c'est ce qu'on va retrouver dans les graphiques ici. Là, vous voyez l'évolution, notamment dans cette courbe en bleu, l'évolution justement donc, de la fréquentation en magasin, alors soit centres commerciaux, supermarchés ou encore dans la restauration. Vous voyez bien que la reprise a été une reprise donc, très, très nette. Et surtout, donc, le point important, c'est l'évolution finalement de l'indice de confiance du consommateur. Je pense que c'est le graphique qui synthétise un petit peu tout ce qu'on vient de voir au niveau justement donc, des statistiques. Et c'est assez parlant parce qu'on n'a jamais eu une reprise de confiance du consommateur aussi rapide. Alors, c'est vrai que par le passé, on a plutôt été face justement donc, à des crises qui étaient plutôt finalement donc, des crises financières. Donc, c'est l'une des premières, en tout cas récentes et heureusement, si je puis dire, crises, donc cette fois-ci sanitaire. Mais vous voyez qu'on a vraiment donc, une capacité et un rebond qui est très important. Globalement, on a à peu près donc, un retour au même niveau du confiance du consommateur américain. Ce retour, il s'est fait quasiment en 9 mois. Donc, en 9 mois, vous allez retrouver justement donc, les niveaux pré-crise. Et d'ailleurs, ça va être assez intéressant de regarder, c'est que finalement, on va retrouver à peu près cette même notion du côté des marchés financiers. On a une corrélation donc assez forte entre l'indice de confiance du consommateur américain et finalement l'évolution du S&P 500, qui est le marché donc américain. Et on va retrouver justement donc un rebond tout aussi rapide que ce qu'on a eu justement du côté de l'indice de confiance du consommateur américain. Si vous regardez justement au moment de la crise financière, on a fait le parallèle ici par rapport à la crise de 2008. Vous voyez bien que globalement, on a mis quasiment 7 ans pour retrouver justement donc les bons indicateurs et retrouver finalement donc les niveaux d'avant-crise. Alors, tout ça, finalement, donc, a des conséquences. La conséquence principale, c'est naturellement sur l'évolution, justement, de l'inflation. Et là-dessus, vraiment, tous les économistes sont en train d'observer, justement, l'évolution de cet indice de l'inflation. Mais si je puis dire, c'est plutôt, entre guillemets, un peu un problème de riches. Dans le sens où si on a aujourd'hui un pic d'inflation aussi important, c'est essentiellement lié au fait, et c'est ce qu'on vient de voir, qu'on a vraiment donc une consommation qui est repartie très très rapidement, et c'est vrai qu'elle est repartie bien au-delà justement de toutes les anticipations, et malheureusement, si je puis dire, l'outil de production n'a pas suivi pour faire face justement à cette hausse et cette forte progression de la consommation. Donc finalement, c'est plutôt une bonne chose, ça veut dire que la reprise, elle est très nette et elle est vive. Et c'est d'ailleurs le discours rassurant que martèle, si je puis dire, l'ensemble des banquiers centraux, notamment la Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne qui regardent et qui scrutent de très très près l'évolution de ces indices de l'inflation. Et des deux côtés, ils sont quand même très très confiants et ils considèrent véritablement qu'il est naturel que face à cette forte hausse de la demande, on a naturellement des goulots d'étranglement qui ont été créés, que ce soit du côté des matières premières ou je pense que vous suivez peut-être pour certains un peu l'évolution, mais si on regarde du côté du fer ou du cuivre, on a quasiment une progression de plus de 100% depuis le début de l'année. Pour ceux qui exportent un petit peu la partie donc, des conteneurs, on a eu une multiplication quasiment par 3 du prix des conteneurs. Donc, on voit qu'on a eu vraiment plusieurs goulots d'étranglement et globalement, les économistes donnent à peu près entre 3 à voire 4 mois avant de retrouver une fluidité du côté justement donc, de l'outil productif et de l'outil industriel, de retrouver un approvisionnement qui soit en accord avec la consommation tout simplement et pour refluidifier justement tout ça. Mais c'est vrai que ça reste quand même une zone d'incertitude. Pourquoi? Et c'est ce qu'on va voir par la suite, c'est que malheureusement, si on a une inflation et qui a plutôt tendance à durer, encore une fois, ce n'est pas du tout notre scénario. Dans ces cas-là, on pourrait avoir des craintes d'augmentation des taux et donc de resserrement des politiques monétaires.
en premier lieu donc, du côté américain, puis ensuite au niveau justement donc, européen. Et naturellement, la conséquence directe, c'est un effet de fait sur l'évolution de la croissance économique, avec éventuellement un ralentissement des anticipations de croissance économique, et donc ça va se retrouver naturellement au niveau des marchés financiers. Donc c'est pour ça que ça, c'est vraiment un élément important et une dynamique très importante pour notamment l'évolution et les conséquences que ça va avoir du côté des marchés financiers. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Donc, on va mettre l'accent du côté justement des incertitudes face justement donc, à ce fort rebond. Donc, le premier élément, les politiques monétaires. Donc, je viens en partie d'en dire un peu quelques mots et de donner un peu le détail. Donc là, vous voyez un peu l'évolution dans le temps hein, du durcissement potentiel des politiques monétaires. Le pays qui pourrait éventuellement donner un signal, notamment de hausse des taux, et la première zone géographique naturellement, c'est la Chine, tout simplement parce que le rebond, pour le coup, en Chine, s'est fait plus tôt encore qu'il ne s'est fait aux États-Unis et en Europe. Hein. Vous avez quasiment un an d'avance hein, globalement par rapport à ce qui se met aujourd'hui en place aux États-Unis. Et c'est ce que je vous disais, du côté justement donc, des banques centrales, que ce soit européennes et américaines. Alors, on a donc cet été, l'été qui peut éventuellement, on pourra avoir quelques discours qui pourraient peut-être un peu faire vaciller notamment les marchés financiers avec potentiellement une annonce de rebond, mais globalement, et c'est ce que je vous disais, pour le moment, le message est clair, c'est une inflation qui est passagère et donc, par voie de conséquence, on ne devrait pas avoir de hausse des taux ou de changement au niveau de la politique monétaire. Mais c'est un élément à surveiller naturellement pour 2022. Autre élément à surveiller pour 2022, le fameux Big Bang fiscal, puisque je vous ai parlé notamment donc, de ce plan et de ce grand plan budgétaire du côté américain, donc entre finalement les 3 000 milliards ou les 6 000 milliards de dollars qui pourraient être mis sur la table aux États-Unis. Donc, on est vraiment sur des montants qui sont colossaux. Le point important, c'est que la première phase qui a été mise en place, elle va être financée par l'État. Donc, quelque part, l'État s'occupe justement de la mise en place du financement. Dans cette deuxième phase, et ce plan donc, qui s'annonce entre 3 et 6 000 milliards, cette fois-ci, ça va être un financement qui se fera soit par les entreprises ou alors justement par les ménages et certainement couplé entre finalement donc les ménages les plus fortunés et là on est quand même sur des ratios assez élevés hein, plus d'1 million de dollars de gains par an, donc on reste quand même sur une population qui est la plus fortunée et naturellement, et ça c'est la grande interrogation et qui pourrait avoir des conséquences au niveau finalement de l'évolution des marges des entreprises américaines, c'est ce fameux passage du taux d'imposition sur les sociétés de 21% à 28%. Pour rappel, lorsque Trump est arrivé justement donc au pouvoir, la première chose qu'il a faite, et là ça a vraiment été un boost considérable au niveau des marchés financiers, c'est de passer justement donc d'une imposition de 35%, l'imposition sur les sociétés américaines, à 21%. Donc on a gagné quasiment 10 points de marge nette du côté des entreprises américaines. Ça a boosté les investissements. Naturellement, ça a boosté également les rachats d'actions, à peu près plus de 1 000 milliards de dollars de rachats d'actions par an. Donc, globalement, c'est vrai que ça a donné une protection entre 25 et 30% du S&P 500, donc du marché américain, tout simplement parce qu'on a offert de la rémunération donc, aux actionnaires. Et pour certaines sociétés les plus mal en point, si je puis dire, on a soutenu également le cours hein, en procédant finalement donc, à ces rachats d'actions. Donc, ça, c'est vrai que c'est un élément à surveiller. Et donc, ce fameux passage de 21 à 28% ou de 21 à 25% peut justement être un élément à surveiller et de conséquences du côté des marchés financiers. Et ensuite, on a ce fameux élément donc, du côté justement donc, des plus hauts revenus, notamment sur l'imposition sur les capitaux qui pourrait être taxé quasiment au même niveau que les salaires, c'est-à-dire monter à 40%, donc on passerait de 20% à 40%. Mais encore une fois, je pense que ça va être un grand sujet de discussion et finalement, on va avoir, mais ça va être la question cruciale sur la fin d'année 2021 et 2022, une grosse discussion entre les dépenses budgétaires et la stratégie et la politique de financement. Mais c'est certain qu'il faut surveiller cet élément de très près. Et enfin, troisième élément très important, et je pense que vous êtes assez bien placé pour avoir des connaissances justement sur ce sujet, c'est la fameuse un peu, si je puis dire, guerre commerciale hein, qui est toujours lancinante.
qui a été mise en place par justement donc Trump, qui c'était un peu lui contre le reste du monde puisqu'il a lancé sa bataille contre l'Europe et contre la Chine, avec l'imposition de droits de douane dans les deux cas. Joe Biden a, si je puis dire, affaibli notamment donc, son discours vis-à-vis de l'Europe. Et donc, c'est vrai que du côté européen, notamment dès la mise en place, dès finalement donc, le Covid, ils ont fait sauter justement donc, les droits de douane sur le vin et spiritueux et surtout sur la partie aéronautique. Donc, on est plutôt sur une situation d'apaisement avec l'Europe, ce qui est moins bon du côté de la Chine, puisqu'on sent bien que l'idée, c'est vraiment d'être vent debout finalement contre la Chine, avec cette volonté d'essayer de rééquilibrer un peu les termes de l'échange et d'essayer finalement de lutter contre le dumping qu'on peut avoir notamment en Chine. Donc ça, c'est vraiment la toile de fond à la fois du côté européen et du côté justement américain. Alors, la situation actuelle, c'est que globalement, aujourd'hui, les droits de douane sont toujours là, à peu près à hauteur de 500 milliards de dollars de marchandises qui sont taxées, entre 15 et 25%. Donc, la taxation est toujours très, très présente, justement, donc, sur les différentes exportations, que ce soit vers la Chine ou du côté, justement, donc États-Unis vers la Chine. Donc ça, c'est toujours très présent et surtout, naturellement, les interdictions au niveau de la circulation des personnes pour certains individus. Donc, c'est toujours très, très présent. Donc, c'est vrai que la tension est toujours là. Ce qui change par rapport à Trump, c'est notamment au niveau du discours. On sera moins surpris, notamment sur les marchés financiers, par des tweets qui pourraient, et c'était le cas notamment sous l'ère de Donald Trump, donc c'était assez compliqué à gérer du côté des marchés actions. Ça sera moins le cas avec justement donc Joe Biden dans sa stratégie, dans sa politique, mais elle reste quand même très, très, très virulente et clairement, ça va être un élément donc, à suivre de très près pour la suite et pour 2022 sur les marchés financiers. Alors, on va revenir maintenant cette fois-ci concrètement sur les marchés financiers et notamment donc la dynamique. Alors, ce qui va donner un petit peu le là sur les marchés financiers, c'est notamment donc l'évolution des taux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, ce fameux triptyque entre d'un côté inflation, évolution donc de la politique des banques centrales et donc conséquences directes donc, sur les taux souverains. Donc là, c'est ce que vous voyez donc assez justement d'ailleurs dans ce graphique-là. Vous voyez l'évolution des taux souverains nominaux, cette fois-ci, à 10 ans. Donc globalement, si on prend donc la courbe en grise, d'ailleurs ce que le marché suit quand même de très près, c'est finalement donc, le taux 10 ans américain. Tout d'abord, un premier commentaire, la tendance. Vous voyez très clairement qu'on est sur une tendance donc, très nettement baissière, avec notamment donc, la baisse du rythme justement donc, de l'inflation. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat qui peut paraître assez faible, mais ça a quand même été important, notamment sur le marché des taux, c'est la forte progression à court terme qu'on a eue, notamment à mi-avril, entre mi-mars et mi-avril, sur le taux 10 ans américain. On a quand même un taux 10 ans américain qui est passé quasiment de 1% à 1,6%. Donc, ça peut paraître, et en soi, c'est faible, mais concrètement, c'est quand même une hausse de plus de 60% du taux 10 ans américain. Donc, on est quand même sur des niveaux très importants. Ça avait fait un peu fluctuer notamment donc les marchés financiers et on a eu ça, pourquoi? Parce que justement c'est à ce moment-là où on a eu justement donc des craintes sur le retour et la reprise justement de l'inflation. C'est pour vous dire que c'est un élément important et à surveiller. Maintenant sur les projections à venir, globalement comme je vous le disais, les économistes s'entendent à dire qu'on va plutôt avoir un taux 10 ans américain autour de 2%. Donc, on risque d'avoir encore une progression, mais une progression qui se fera vraiment assez progressive sur les 6 prochains mois. Mais des taux, comme je vous le disais, qui restent quand même très faibles. Et surtout, lorsqu'on regarde les taux réels, c'est-à-dire qu'on reprend ces mêmes taux souverains, mais corrigés de l'inflation, comme vous pouvez le voir, que ce soit du côté européen que du côté justement donc américain, ils sont tous négatifs. Donc, ils sont en dessous justement donc, de cette courbe rouge. On est à moins 1,7% donc, pour le taux 10 ans
allemand réel, en taux réel, et le taux réel donc américain toujours à 10 ans, on est à -1. Donc on voit bien qu'on est toujours sur des ratios qui sont très négatifs et qui du coup en termes d'effet sur l'évolution et sur les nouveaux investissements et sur l'évolution de la croissance économique, on voit qu'on est quand même sur une stratégie de financement qui est plutôt agréable, si je puis dire, pour les investisseurs qui souhaitent justement investir. Si on regarde du côté des marchés actions, alors deux choses très importantes. Tout d'abord, vous voyez naturellement donc l'effet qu'a eu le Covid sur les marchés actions, une baisse assez significative, 31% pour le S&P 500, 35% donc au 27 mars, qui était le point le plus bas des marchés financiers, donc du côté de l'Eurostoxx. Donc on a une baisse très significative, mais, et c'est ce que je vous disais lorsque je vous parlais justement de l'indice de confiance du consommateur, on a une reprise très forte des marchés financiers. Moins de 9 mois pour le S&P 500, 12 mois pour l'Eurostoxx, les fameux 3 mois de décalage liés à la politique de vaccination, on la retrouve ici. Et si vous regardez notamment du côté du marché américain, le S&P 500, on a une reprise qui est très très forte aussi et qui se poursuit et qui est liée en grande partie notamment à ces annonces justement donc des grands plans de relance qui vont clairement booster les marchés, notamment les marchés actions américains. Autre point important et qui répond un peu à la question de est-ce qu'il est encore temps d'investir en dépit justement de cette forte progression des marchés. On va regarder plusieurs indicateurs, mais le premier indicateur qui est quand même un indicateur phare, c'est l'indicateur de valorisation des marchés. Ici, vous voyez l'indicateur de prise sur les bénéfices estimés. Et globalement, vous voyez du côté donc, du SP500 comme du côté de l'Eurostoxx, si vous regardez donc ce ratio, là donc vous avez la moyenne en rouge du ratio donc, de PER sur le SP500 et en ocre de l'Eurostoxx sur les 3 dernières années. Et globalement, vous voyez qu'on est à peu près à la moyenne. On est légèrement au-dessus, mais c'est vrai que, et c'est ce que vous voyez dans la phase baissière justement de cette courbe, on a notamment au niveau des sociétés, on a eu des publications qui ont tellement été excellentes sur les bénéfices réalisés et en partie attendus, puisque la projection reste également donc très très bonne, que finalement, en dépit d'une croissance assez importante des différents marchés américains et européens, si vous voulez, la progression, l'évolution des bénéfices a rejoint la forte progression qu'on a eue récemment au niveau des marchés actions. Et donc, in fine, en dépit de cette forte progression, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que les marchés actions ne sont pas finalement plus chers qu'ils ne l'ont été, si je puis dire, sur les 3 dernières années. Donc, on est vraiment sur une moyenne. Autre point aussi très important, et ça rejoint ce que je viens de vous indiquer au niveau de la valorisation des actifs, au niveau microéconomique, on est sur de très très bons résultats. Ici, vous voyez l'évolution de la croissance des bénéfices par action en 2021 avec un pic notamment donc, sur les dernières publications d'avril, où on est quand même sur une croissance des bénéfices entre 32 et 40% de croissance des bénéfices. Donc, c'est pour vous dire le boost qu'on a au niveau microéconomique. Et c'est quelque chose qui se poursuit en 2022, puisque même si fin avril, il ne faut pas prendre en considération la baisse de ces courbes, parce qu'elle est liée simplement parce que les analystes n'ont pas révisé suite à la très très bonne publication d'avril dernier. Globalement, on est sur une moyenne, y compris donc pour 2022, avec une croissance des bénéfices aux États-Unis et en Europe à peu près attendue entre 16 et 18%. Donc, c'est vous dire que ce soit au niveau de la valorisation et au niveau microéconomique, parce que ça, c'est quand même la clé, on est sur une tendance qui est vraiment une très bonne tendance au niveau des entreprises. Alors, attention tout de même, si je puis dire, il y a quand même un élément à avoir à l'esprit, et ça, c'est le lot, entre guillemets, de l'évolution des politiques à la fois budgétaires et monétaires. On a de fortes rotations sectorielles. Ici, vous voyez que sur la première partie de l'année, on a eu de très, très belles performances, notamment sur les matières premières et sur tout ce qui est lié notamment à l'infrastructure, lié donc à l'élection notamment donc, de Joe Biden, mais qui s'est, si je puis dire, un peu essoufflé
donc sur la deuxième partie de l'année, donc depuis le 20 mars, tout simplement parce que finalement, on a eu de très, très bons résultats donc, de croissance économique. Et là, cette fois-ci, c'est plutôt donc, les valeurs de croissance qui ont pris le relais. Mais c'est vrai qu'on a des swings assez importants au niveau sectoriel. Donc, c'est vrai que pour nous, gérants actions, il faut vraiment être très, très vigilant de ce point de vue-là. Et on surveille ça de très, très près. Même si, et c'est l'objet justement donc, de ce graphique, si vous regardez sur longue période, là, vous avez l'évolution donc du SP500 croissance en bleu et l'évolution du SP500, donc plutôt les values, c'est-à-dire on va retrouver les valeurs industrielles et notamment donc, toute la partie des matières premières. Globalement, sur les 5 ans, vous voyez bien que les valeurs de croissance ont plutôt bien tiré leur épingle du jeu. On a plus de 115% de performance sur 5 ans, contre 50% du côté des values, mais avec un fort rebond très récent suite justement à l'élection présidentielle de Joe Biden. Si on prend également donc, un peu plus de recul et juste un petit focus donc, sur la partie US et cette capacité finalement qu'ont les États-Unis à investir, à se réinventer et à finalement innover, ça se retrouve très très bien dans ce ratio. Ici, vous avez l'évolution des capitalisations boursières, donc la somme des capitalisations boursières du SP500 et de l'Eurostoxx pour le marché justement donc européen. Et c'est assez intéressant de constater que du côté du marché justement donc américain, lié notamment à ces innovations, que ce soit dans le secteur de la santé, on l'a vu notamment avec les vaccinations, ou alors au niveau technologique, clairement c'est vrai que les Américains ont pris une avance, notamment dans tout l'univers de l'innovation, et ça se retrouve très bien ici puisque la capitalisation boursière du SP500 a été multipliée par 2,5 contre finalement un niveau donc flattish du côté justement donc européen. Et ça se retrouve assez bien justement dans le top 10 de ces deux indices, SP500 et Eurostoxx. Vous pouvez voir que globalement, on a à peu près sur les 6 premières sociétés du SP500, on va retrouver des nouvelles technologies, soit qu'on su se réinventer comme Apple et Microsoft, qui s'est très très bien développé dans le cloud, ou des nouvelles sociétés. Amazon, Facebook justement en font partie, et c'est vrai que du côté justement d'Eurostoxx, c'est vrai que c'est un peu moins le cas, et ça explique notamment clairement la moins bonne performance sur longue période de l'Eurostoxx par rapport justement au SP500. Alors, 2 mots justement donc, sur nos convictions et pour conclure cette présentation. Donc, vous l'aurez compris, on reste confiant sur les marchés actions. La croissance mondiale est là. On est à peu près à 4,5% de croissance pour 2022. Vous l'avez vu, des publications qui sont très bonnes. Il n'y a pas vraiment d'excès au niveau des valorisations. Et autre point, c'est vrai que quand on regarde ce qui peut se faire, notamment donc, sur la partie taux, on voit que le niveau des taux, on est sur des niveaux donc, qui sont très, très faibles. Donc, les alternatives par rapport donc, au marché actions sont quand même assez faibles. Et là, donc, je vous donne un petit peu le panel. Donc, aujourd'hui, dans nos investissements, on est positif sur l'Europe et les États-Unis, avec, c'est vrai, une préférence plutôt du côté justement donc, américain. Les émergents, on reste très, très prudent, surtout avec la montée en puissance justement des nouveaux variants dans les pays émergents. Du côté des taux, on est clairement négatif avec une crainte de toute façon à moyen terme sur l'augmentation des taux qui, de toute façon, viendra réduire la valorisation de vos actifs en obligations. Et le cash, on est neutre. On pense qu'il faut de toute façon dans le portefeuille toujours avoir un peu de cash pour pouvoir saisir des opportunités, le cas échéant, si on avait un peu de volatilité sur les marchés actions. Voilà un petit peu pour ce qu'on pouvait dire sur l'évolution justement de la croissance et sur notre stratégie. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais te repasser la main peut-être. Merci à toi. Merci Tania pour cette présentation détaillée et complète. J'ouvrirai peut-être le feu avec une première question. Moi, je voulais savoir un petit peu sur ce qu'on pourrait penser de l'évolution entre l'euro et l'US dollar. On s'aperçoit notamment, aujourd'hui, on doit être à 1,22, 1,22,30, 1,22,35 à peu près sur le dollar aujourd'hui, l'euro-dollar.
On a navigué sur ces eaux-là pendant plusieurs mois en fin d'année dernière, une partie de l'année dernière, début de cette année. Finalement, après la prise de fonction de Biden le 20 janvier, le dollar est bien revenu. Je crois qu'on a dû toucher un 17, un 18. Oui, tout à fait. Un 16 peut-être même. Et puis finalement, depuis début avril, il semble, alors je ne vais pas dire que c'est coulé, mais en tout cas, on ne sait pas trop si c'est le dollar qui se déprécie ou l'euro qui s'apprécie au bout du compte. Donc, au vu de ton analyse globale, impact Biden ou pas, comment ça s'explique d'une part? Comment expliquer ces 4-5 mois finalement de yo-yo assez important là, entre les deux devises et comment on pourrait analyser, avoir une prospective sur les 6 ou 7 prochains mois sur l'euro US? Ouais. Alors sur le change, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué d'anticiper les évolutions. Je crois que c'est le marché sur lequel on se prend le plus de portes de saloon du côté investisseur. Mais bon, parenthèse refermée, c'est vrai que, et tu l'as très bien expliqué, en fait, l'élection de Joe Biden, c'est ce que je mentionnais, c'est surtout au fait la mise en avant d'un plan budgétaire très très massif et de soutien. Et il est vraiment dans une stratégie finalement de redistribution, ce que ne l'était pas du tout Trump. Trump était vraiment pro-business pour le coup. Lui, il est plutôt vraiment dans une stratégie davantage de taxation pour redistribuer à ceux qui sont plus en difficulté et pour aider notamment donc, les classes moyennes. Donc, c'est vrai que ce plan budgétaire a pour effet, de fait, et a fortiori, et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'on a une dépréciation du dollar depuis donc, le discours notamment donc, de Joe Biden et ces fameux 6 000 milliards qu'il a annoncé mettre sur la table, c'est que naturellement, si on part justement donc, sur ces niveaux de stratégie budgétaire, il est évident, notamment à moyen terme, qu'on risque d'avoir une poursuite justement de la dépréciation du dollar. Donc, il n'est pas exclu qu'on aille toucher éventuellement des 1,25, surtout si on est sur des plans aussi massifs que ce qui vient d'être annoncé la semaine dernière. Maintenant, je pense qu'il faut toujours avoir à l'esprit que de toute manière, on va avoir un rééquilibrage, c'est-à-dire que notamment si on a des craintes de l'inflation, parce qu'il est évident que si on part sur un plan à 6 000 milliards, on va avoir des craintes encore plus importantes du côté de l'inflation. Il est évident que la Banque centrale ne laissera pas les choses filer. Elle interviendra. On aura potentiellement une hausse des taux, justement, peut-être un peu plus tôt que ce qui était attendu. Et dans ces cas-là, on aura une force de rappel, un peu comme un élastique, sur finalement une réappréciation du dollar. Donc, je pense que ça va être, sur l'année qui va venir, un jeu de yo-yo entre, d'une part, politique budgétaire et donc dépréciation du dollar, et d'autre part, intervention justement donc, de la Banque centrale américaine pour finalement venir réapprécier justement le dollar. Mais nous, on reste plutôt confiants sur finalement une oscillation du dollar entre 1,15 et 1,25. On ne pense pas qu'on ira retoucher les 1,45 comme on a connu vraiment par le passé, tout simplement parce que la croissance américaine, elle est là et que de fait, on aura de toute façon une monnaie qui restera quand même forte en lien finalement avec l'évolution de la santé économique. Mais c'est vrai que ce plan de relance change un petit peu la donne entre les 750 milliards et les 6 000 milliards de l'autre côté. C'est vraiment deux poids, deux mesures et ça se retrouve naturellement sur l'évolution des changes. D'accord. Peut-être une deuxième également sur la politique fiscale, effectivement, donc, qui était assez différente, qui est assez différente de celle qui avait été menée par Donald Trump. Alors, notamment, effectivement, tu évoquais tout à l'heure la politique fiscale sur l'IS, donc l'impôt sur les sociétés, qui était, donc, Trump les avait baissés de 35 à 21, donc ça a eu un effet assez immédiat et important sur le marché action US, donc il s'est très bien comporté pendant 3-4 ans. Est-ce qu'on ne peut pas craindre, à l'inverse là, avec une remontée finalement de la fiscalité de l'IS, l'impôt sur les sociétés aux États-Unis, est-ce qu'on ne peut pas craindre, à l'inverse, là, un impact un peu plus négatif ou une érosion un peu des marchés Oui, c'est sûr que
Ça risque d'être compliqué, surtout que finalement, l'objectif de Trump, c'était de motiver plutôt les investissements. Alors, il y en a eu naturellement, il y a eu des investissements réalisés avec cette économie quasiment de 10% de marge qu'ils ont gagné sur leurs résultats nets. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie, et ça a été vraiment la critique du plan Trump, c'est qu'il y a une grosse partie qui ont été investis globalement sur les rachats d'actions. On a eu des niveaux de rachat d'actions. Alors là, 2020, on en a eu quand même beaucoup moins, mais on a beaucoup de sociétés. On a eu des plans de rachat d'actions à hauteur de 1 000 milliards sur les 3 dernières années. Donc, c'est le plus haut jamais atteint. Donc, c'est évident que ça vient soutenir les cours. Et de fait, on va avoir de nombreuses sociétés, et je pense surtout notamment aux sociétés qui ont beaucoup de cash, mais qui n'ont pas nécessairement finalement des taux de croissance qui sont très, très importants. Donc, on va retrouver finalement des sociétés qui sont plutôt des sociétés dites de rendement. J'ai en tête, par exemple, un groupe comme IBM qui va dépenser quasiment, on est entre 5 et 6%, voire même un peu plus là aujourd'hui, de dividend yield, donc de dividendes versés justement donc aux actionnaires. Il est évident que ces sociétés-là risquent d'être défavorisées justement par cette hausse du taux d'imposition, parce que les sociétés auront moins les moyens pour pouvoir racheter justement leurs actions. Mais c'est vrai que c'est surtout les groupes qui finalement compensaient une partie de sa moindre croissance en soutenant leur cours par cette stratégie justement de rachat d'actions. Donc, c'est vrai que ça peut être plus compliqué pour cette catégorie-là de sociétés. Et d'une manière plus générale aussi, pour rester un petit peu sur ce même segment, c'est vrai que les valeurs de rendement, l'autre point aussi qui reste plus compliqué, qui risque d'être plus compliqué à gérer, c'est notamment, et on l'a déjà vu, dans le cadre finalement, si on a une hausse des taux, c'est vrai qu'on risque d'avoir un basculement, notamment, je pense à des grands groupes d'assurance qui ont de toute façon, pour financer notamment les plans d'assurance vie, l'obligation d'avoir une partie, l'obligation, essayer de chercher un peu plus de rendement au travers donc, de ces valeurs de rendement et investir du coup en actions. Et on a un gros risque justement de basculement des investissements qui se feraient donc sur les valeurs de rendement, mais qui pourraient moins offrir de rendement compte tenu de cette hausse de la taxation, vers notamment éventuellement des taux qui pourraient être un peu plus intéressants et un peu plus attractifs pour eux. Donc c'est vrai que les valeurs de rendement sont pourraient éventuellement être un peu plus en difficulté. Il est possible qu'on retrouve à nouveau un prisme où finalement c'est la croissance pure qui est plutôt, si je puis dire, un peu favorisée, ou des sociétés qui sont des sociétés industrielles, par exemple, ou de matières premières, mais qui pourraient bénéficier considérablement du boost budgétaire donc, de M. Biden et du coup afficher de très, très beaux chiffres de croissance. Mais c'est vrai que, et c'est ce qu'on a vu récemment, les rotations, et c'est vraiment la particularité de ce début d'année, les rotations sont assez cinglantes et il faut vraiment, le stock picking est encore plus important aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Alors, dans le même ordre d'idées, j'ai une question qui est posée par un participant. Oui. Et pour compléter donc sur la taxation, à quoi peut-on s'attendre si la proposition d'augmentation d'impôt sur les sociétés de Joe Biden de 21 à 28 n'atteint pas le Sénat? Point d'interrogation. Quel financement du plan de relance? C'est une excellente question. Merci beaucoup pour cette interrogation. Ça va être très, très compliqué, au fait, parce que, alors aujourd'hui, avec déjà donc, le premier plan qui a été mis en place, globalement, de mémoire, aux États-Unis, on va passer quasiment à 112% du PIB au niveau de la dette budgétaire. On va être à peu près, on va rejoindre quasiment donc, le 112 ou 115% du PIB. Donc, c'est vrai qu'un financement directement par l'État, on a finalement, même l'État américain a quand même difficilement les moyens de pouvoir vraiment mettre en place justement ces investissements. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça devra quand même se faire au travers justement d'une augmentation d'impôts. Mais c'est toute la grande question. On a deux débats. Aujourd'hui, on a eu des propositions
sur un plan global à hauteur, on était, je crois, à 900 milliards de dollars, donc pour les 10 prochaines années. Et puis, on a Biden qui sort un gros coup de com', si je puis dire, avec les 6 000 milliards. Donc, je pense qu'on va très certainement se retrouver justement donc, entre les deux. D'ailleurs, le marché n'a pas tant réagi que ça à l'annonce des 6 000 milliards, donc ça veut dire qu'il n'y croit pas totalement. Et en effet, on se doute bien que le gros point d'achoppement et le gros point de blocage, ça va être justement sur le niveau d'imposition qui va être accepté à la fois par les entreprises et également par les ménages. Donc, je pense qu'on va trouver un juste milieu, mais c'est évident que les 6 000 milliards, de toute façon, ne passeront pas. Je pense que c'est un idéal, mais si on retombe plutôt déjà autour de 2 000 milliards ou 3 000 milliards max, ça sera déjà, je pense, très, très bien. Mais en tout cas, on n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autre modalité de financement en dehors de ces éléments-là. Et pour clôturer un petit peu tout ça, c'est ce qui explique aussi que le niveau des taux, de toute manière, risque quand même de rester considérablement bas. Parce que comme vous l'avez dit, aujourd'hui, l'ensemble des États, États-Unis ou Europe, ont mis en place des plans quand même assez importants. On est sur des niveaux de santé financière des États où on est plus qu'en difficulté. On ne parle même pas de l'Italie où on est à quasiment 150% de dette sur PIB. Donc, c'est sûr que ça, c'est un élément important, notamment pour maintien justement au niveau des taux bas pour essayer de financer toutes ces politiques. Mais ça va être un jeu intéressant à suivre pour la fin d'année et pour l'année surtout 2022. Ouais. Merci Tania. Une autre question d'un panéliste. Merci à vous. Tu es négative, ou en tout cas on peut penser que tu n'es pas très positive, ou la banque n'est pas très positive en tout cas sur les marchés d'actions des pays émergents. Qu'en est-il de la Chine? Alors effectivement, on peut peut-être extrapoler aussi la question en expliquant quelle pourrait être justement, au vu de la présentation générale que tu as exposée, comment ça pourrait se traduire en termes de politique ou de gestion et d'investissement sur la Chine et peut-être d'une manière générale sur l'Asie. Alors, donc tout d'abord, nous, de notre côté, du côté de la Chine, parce que je pense que c'est intéressant de l'expliquer, alors, au niveau de notre gestion, on investit, on a vraiment une stratégie d'investissement donc en ligne directe. Donc, on sélectionne les actifs, donc les actions en l'occurrence, sur la base justement de nos études et de nos analyses, pour toute la zone, si je puis dire, Europe, États-Unis. Sur la partie asiatique, on passera donc plutôt au travers donc d'une gestion donc par des fonds, notamment donc pour la simple et bonne raison qu'il est nécessaire d'avoir une diversification pour diversifier donc le risque et ne pas investir justement que sur quelques sociétés. Et donc, on regarde de très près ce qui se fait sur la Chine, mais c'est vrai qu'on a moins d'insight que par rapport donc, au marché européen naturellement et surtout par rapport au marché américain. Donc, pour reprendre ta question, globalement sur la Chine, c'est vrai que, et c'est un peu ce que j'ai dit en corollaire, on a eu notamment une Chine qui a très très bien résisté au Covid. Sur l'année 2020, c'est le seul pays qui n'a pas été en croissance négative. On a une reprise qui est une reprise spectaculaire pour l'année donc 2021 à plus de 8,5%. Et ça s'est vraiment vu au niveau des marchés financiers. On a eu une très, très forte progression des marchés financiers et ça a été le premier marché qui a décollé, notamment donc, alors que du côté européen ou américain, c'était quand même un peu plus compliqué. Donc, on a eu un très, très beau rebond. Maintenant, et depuis notamment février, c'est vrai que bon, les statistiques restent bonnes, mais légèrement en deçà. Alors, sur les dernières statistiques, au premier trimestre de mémoire, il y a quand même eu une croissance de 18,6%, je crois, sur le premier trimestre, qui reste quand même une croissance forte. Mais c'est vrai que on a un effet de base parce que le premier trimestre 2020, on était en plein dans la crise du Covid. Donc, si on lisse cet effet de base et qu'on regarde notamment par rapport à 2019, je crois qu'on était assez flatiche ou 1% de croissance par rapport à 2019. Donc, c'est vrai que les investisseurs ont été quelque part un peu déçus, je pense. C'est les conclusions que j'ai pu lire sur cette vraie reprise de la croissance chinoise, même si, bon, il ne fait
aucun doute que sur l'année 2022, ça sera une économie qui restera donc en forte croissance. Mais c'est vrai que les estimations sont un peu retombées du côté de la Chine. Et puis, on a l'autre élément qui reste un élément vraiment important, qui est notamment cet élément de menace finalement de hausse des taux en Chine, qui devrait normalement être la première banque centrale à augmenter ses taux, puisque vous avez quasiment un an d'avance par rapport notamment aux États-Unis. Et c'est vrai que dans le cadre d'une hausse des taux, ça risque de caper quand même très sérieusement l'évolution des marchés actions en Chine. Donc, sur la Chine, de toute façon, là-dessus, on est très, très clair. On en a justement dans nos portefeuilles et on suit ça de très, très près et on pense qu'à moyen terme, c'est vraiment l'économie qui est en vraie transformation et qui apportera une très nette croissance. Donc, à moyen terme, on est positif sur la Chine. La Chine sort complètement du reste des pays émergents. Je ne l'englobe pas du tout avec ce qui se fait en Amérique latine ou dans le reste de l'Asie. Donc, c'est vraiment un cas à part et on reste positif sur la Chine. Mais à court terme, si je puis dire, on est plutôt prudent et on surveille finalement le message des banquiers centraux et on pense que voilà, il y a peut-être moins de choses à faire aujourd'hui, notamment donc sur la Chine par rapport à ce qu'il peut y avoir notamment sur les États-Unis et sur l'Europe. Mais je veux dire, à moyen terme, on reste de toute façon très, très positif sur la Chine, puisque naturellement, ça va être un poumon important de la croissance mondiale pour les années à venir. Okay. Très bien. A priori, je ne vois pas d'autres questions. Alexandre, vous le confirmez de votre côté ou pas? Oui, je confirme de mon côté. Attendez, je fais juste une dernière vérification, mais de mon côté, tout est bon. Si les participants en ont d'autres, ils peuvent les envoyer sur le chat. A priori, je n'en vois pas d'autres. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous souhaitez individualiser cette présentation, n'hésitez pas à prendre contact soit à travers la chambre, soit à travers… vous prenez contact avec moi directement ici à Hong Kong. Donc, je pense qu'Alexandre pourrait transmettre les différents points de contact, adresse email ou numéro de téléphone. Ouais, on va faire un mail justement, on partagera vos contacts et à tous les participants là, du webinaire qui nous ont rejoints ce soir, comme ça ils pourront vous contacter pour toute question et tout commentaire sur votre présentation. Sauf dernière question complémentaire, il ne me reste qu'à remercier tous les intervenants. Déjà, un grand merci à toi, Tania, pour ta présentation complète et détaillée. Un grand merci donc à la Chambre de commerce française à Shanghai, donc Alexandre et Natacha également. Un grand merci à vous. On a pris l'habitude de se parler une fois, 2 fois par an, donc d'organiser ce type de webinaire avec la Chambre de commerce française à Shanghai. On l'a fait une première fois, là on pensait que c'était le bon moment, le bon timing pour le faire début juin. On sera amené certainement à le refaire en fin d'année, novembre, début décembre, pour refaire un point et retraiter ces sujets-là et en les élargissant peut-être à d'autres. Merci à vous d'avoir participé et puis pour ceux qui souhaitent individualiser leur démarche ou cette présentation, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et merci à vous, Hervé et Tania, pour avoir présenté ce soir. Merci aussi aux participants donc, qui nous ont rejoints en webinaire. Et le rendez-vous du coup est pris en novembre-décembre pour le prochain fin d'année certainement. Voilà, tout est noté. Merci à vous deux, merci à tous. Excellente soirée et à très bientôt sur le réseau. Merci à vous. Merci Tania et merci. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci.